Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Comme chaque année, à la même saison, c'est le bal des pollens et cette information ne ravit pas les allergiques qui préparent déjà leur stock de mouchoirs et d'antihistaminiques. Éternuement, démangeaisons, problèmes respiratoires pouvant aller jusqu'à des crises d'asthme assez sévères. En Algérie, les maladies de l'asthme et de la rhinite allergique représentent quelque chose comme 80% de l'ensemble des allergies. Les sources d'allergies sont nombreuses et les conséquences sont variables. Alors, quand faut-il consulter? Que valent les antihistaminiques? La désensibilisation marche-t-elle à 100%? Nous allons répondre à toutes ces questions avec mes invités. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Drali Wordia. Vous êtes pédiatre, chef d'unité à l'hôpital Nafissa Hamoud Aix-Parnay à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Douagui Habib. Vous êtes pneumo-allergologue au CHU de Nimsous. Vous êtes président de la Société d'allergologie et d'immunologie clinique. Bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Rachid Abdelaziz. Vous êtes chef de service pneumo-allergologie au CHU de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de nous accueillir dans cette très très belle émission de sensibilisation sur la santé. Merci à vous de venir faire justement de la sensibilisation sur ce sujet qui est clairement un sujet un souci ou un problème de santé publique, puisque actuellement les allergies touchent à peu près une personne sur 4, mais selon l'OMS, à l'horizon 2050, une personne sur 2 sera allergique. Alors on assiste clairement devant une explosion des allergies. Est-ce qu'il y a une explication à cela, professeur Douagui? Tout à fait, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'on diagnostique de mieux en mieux, de plus en plus les allergies, on leur donne une importance, par rapport à avant. Par rapport à avant. La deuxième, c'est que nous avons changé nos habitudes, à la fois d'environnement, d'habitation. Nous avons changé nos habitudes alimentaires. Les aliments sont maintenant préparés sous des formes industrielles. Nous avons aussi modifié notre habitation. Aujourd'hui, les appartements ne sont plus ouverts, sont un peu plus clos. Nous avons introduit la climatisation. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit très justement, l'Organisation mondiale de la santé classe les maladies allergiques au 4e rang de préoccupation de santé publique. Et comme vous l'avez très bien dit également, dans les années 2050, un citoyen sur 2 aura probablement une allergie. Oui. Professeur Drali, vous êtes pédiatre. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, alors on parle justement de cette explosion des allergies, mais pour les enfants, est-ce que c'est le même constat? On voit de plus en plus d'enfants allergiques également? Tout à fait, c'est la même chose parce que c'est un parallélisme qu'on peut faire entre le monde adulte et le monde pédiatrique. Ce qu'on constate dans nos consultations, c'est qu'il y a un nombre croissant d'allergies de tout type. Vous avez cité l'allergie respiratoire, on a d'autres types, que ce soit l'allergie alimentaire, la rhinite allergique ou les allergies alimentaires, alors peut-être l'allergie aux protéines de lait de vache. Mais c'est vrai qu'on note de plus en plus des manifestations allergiques, mais parallèlement à ça, on note aussi une errance et un retard au diagnostic parce qu'il y a un nomadisme médical, on part voir beaucoup de médecins, on peut mettre ça sous l'étiquette de rhinopharyngite à répétition, tout pour ne pas dire allergie. On va y revenir en tout cas dans le diagnostic, expliquer comment reconnaître cette maladie, pourquoi cette errance justement. Professeur Abdelaziz, alors c'est une projection quand on dit que l'OMS projette en 2050 éventuellement une personne sur 2 serait allergique. Est-ce que c'est évitable selon vous? Bien sûr que c'est évitable. Je pense que l'OMS parle d'épidémie. Et le constat, c'est que la prévalence des allergies a doublé en 20 ans. Et que dans notre pays, donc les chiffres qui sont communément admis, c'est qu'il y a pratiquement 4 à 5% d'asthmatiques chez l'adulte et 8% chez les enfants. Oui. Donc les allergies, c'est évidemment les allergies respiratoires, mais il y a aussi les allergies alimentaires, les allergies médicamenteuses, les venins d'hyménoptères, donc les piqûres d'insectes. C'est évitable, évidemment que c'est évitable, c'est l'environnement. Je pense qu'il y a d'abord la prédisposition génétique sur lequel se greffent des éléments de l'environnement, notamment l'environnement intérieur,
et l'environnement extérieur. L'environnement intérieur, c'est tous les pneumallergènes, que ce soit les acariens, les moisissures, les blattes, et l'environnement extérieur, et évidemment, c'est les pollens qui sont présents pratiquement entre février jusqu'au mois de juillet, août. Oui, mais quand on dit que ça a changé, c'est quelque part quelque chose a changé. Ces allergènes ont toujours existé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé clairement dans notre mode de vie? La pollution peut-être? Évidemment, il y a l'impact de la pollution, il y a aussi l'impact du tabagisme chez les parents qui impacte négativement les prédispositions génétiques et l'impact des allergies chez les enfants. Dr Drali, le professeur Drali pourra en parler. C'est le tabagisme chez les adultes qui altère évidemment les mécanismes immunoallergologiques chez les enfants. D'accord. Je vais vous proposer justement de regarder un reportage. On a tendu le micro à l'Algérien, j'ai envie de dire, à Monsieur Tout le Monde, sur les allergies. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les allergies? Et êtes-vous allergique? La question a été posée par Siham Kenouch. Regardez ce reportage. Vos yeux vous piquent, vous toussez, vous éternuez. Vous êtes peut-être allergique à quelque chose. ما عندكش نتاع حساسيه ما عندكش عينيك ياكلوك ولا لا لا الحساسيه على كاش دواء لا 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 وانت الحاج ما عندكش Pas beaucoup quand même dans mon entourage. Hein. Et l'allergie au pollen, je sais pas. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, madame. عندي حساسيه تاع الميديتين بون وين كان الميديتين نولي نزعل عينيا يولوا شغل فيهم زجاج نحس فيهم زجاج داخل نحكم بصح ما تبعش عليها. Au printemps, les allergies se développent plus, d'après certains professionnels. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour des allergies, qui présentent beaucoup d'allergies? Oui, dans ce moment-là, رانا نشوفوا بزاف des gens اللي راهم يجوا surtout fait de la période donc 2 mois de mai jusqu'à la fin de l'été. D'un autre côté, il y a d'autres personnes qui savent qu'ils sont allergiques, mais préfèrent ne pas traiter pour une raison ou pour une autre. J'ai un fils qui souffre de l'allergie, de poils de chat. Et dès qu'il s'approche d'un chat, il a le visage gonflé, il a les yeux qui deviennent petits, et il n'arrive pas à respirer. Et il a essayé de traiter? Non, pas très. Les débuts, il a traité, mais maintenant il te dit non, ça va me passer. Mais je lui dis, tu le perdant, hein, tu dois te faire suivre. مانيش نتبع عليها باسكو خفت من لي زيفي تاعها تاع الدواء قالوا لي بلي فوالا قادر تنفخك قادر ترشي العظم الفاكسان تاعها سي بور سا ما بغيتش نتبع عليها. هي الحساسيه تاعها واش؟ كي نشم حاجه كيما نقولوا الغبره ولا حاجه ولا فراش يكون جديد ولا ما نجمش ناسبيري. L'allergie est donc un phénomène répandu. Certains la considèrent comme étant la maladie du siècle. Le système immunitaire de l'homme devient-il plus fort ou plus faible? Question, en tout cas, on tentera de la poser ici aux professionnels. Alors, on retiendra de ce reportage notamment que beaucoup de gens ignorent s'ils sont allergiques ou pas. Et puis, cette errance aussi ou cette non-observance des traitements, on va y revenir. Mais peut-être avant, juste expliquer qu'est-ce qu'une allergie, professeur Douagui. Alors, le mot allergie vient du mot grec qui veut dire réagir différemment. Alors, on respire autour de cette table le même air, le même environnement, mais il y a ce qu'on appelle une susceptibilité individuelle. Certains d'entre nous ont la capacité de fabriquer des anticorps de type IgE, et c'est cette fabrication d'anticorps de type IgE qui vont aller sur des cellules qu'on appelle les mastocytes, et lors du deuxième contact d'un allergène, eh bien, il va y avoir un mécanisme immunologique et la fabrication de médiateurs chimiques, et le premier c'est l'histamine. Donc il va y avoir fabrication d'histamine, et cette histamine va entraîner les méfaits qu'on connaît, c'est-à-dire l'obstruction nasale, l'obstruction bronchique. Il y a énormément d'autres médiateurs. Symptômes, oui. Et nous aurons les symptômes, c'est-à-dire oui, quelqu'un dans la rhinite allergique, quelqu'un qui éternue, quelqu'un qui se mouche fréquemment, quelqu'un qui ne sent plus, qui n'a plus d'odorat. Et l'armoiement aussi, ça peut être... Voilà. Et dans l'asthme bronchique, c'est essentiellement des gens qui vont avoir des sifflements de gènes respiratoires, et avec une prédisposition la nuit. Il y a une prédominance nocturne qui va nous donner naturellement le diagnostic clinique. Je voudrais à ce moment-là, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, oui, qu'on ne donne pas suffisamment d'espace et de responsabilité aux médecins généralistes.
J'insiste beaucoup sur le médecin généraliste parce que c'est la pierre angulaire, c'est lui qui, le premier, va diagnostiquer la rhinite allergique et va, bien entendu, l'adresser vers le médecin spécialiste qui fera les explorations dont on va parler. Oui. Professeur Abdelaziz, on peut être allergique de quoi? À quoi plutôt? On peut être allergique à un allergène. Donc c'est un allergène qui va provoquer une allergie. Donc c'est la rencontre de l'allergène avec deux molécules d'IgE qui va entraîner de la dégranulation des mastocytes et des basophiles. Donc ça peut être des allergènes respiratoires, ça peut être des allergènes médicamenteux, ça peut être des allergènes alimentaires, ça peut être des cosmétiques, ça peut être du venin immunitaire. Donc c'est un allergène qui est présent dans notre environnement, que ce soit un environnement intérieur ou extérieur. Oui. Est-ce qu'il y a des allergènes qui viennent en tête, c'est-à-dire ceux qui causent le plus d'allergies? Alors évidemment que sur le plan respiratoire... Par exemple en Algérie... Oui, évidemment que sur le plan respiratoire, c'est les acariens qui sont premiers. Après, c'est les pollens. Alors les acariens, c'est la poussière de maison. C'est les petits parasites qui se nourrissent de squames humains, qui sont dans notre literie et qui sont aussi un petit peu dans les tapis, dans la poussière. Ils se nourrissent principalement de débris, de squames humains et qui se développent surtout quand il y a une humidité qui est importante. Voilà, au-delà de 70%. C'est pour ça que parmi les mesures d'éviction, on pourra en parler tout à l'heure, la prévention, c'est évidemment essayer de diminuer l'humidité dans les habitations en ouvrant les fenêtres, en aérant, en mettant la literie au soleil. Ça permettra de détruire ces acariens. Oui. Alors on a vu tout à l'heure dans le reportage des gens qui vraisemblablement disent oui, j'éternue, mais je ne sais pas si j'ai une allergie. Est-ce que c'est simple d'identifier une allergie, notamment chez le sujet jeune? C'est un faisceau d'arguments. C'est vrai que quand on fait un seul épisode et qu'il n'y a pas un contexte, toutes les étiologies peuvent être évoquées. Mais en matière d'allergie, c'est la récidive. C'est une étape très très importante de poser la causalité. De retracer. D'ailleurs, l'interrogatoire et l'examen clinique est une étape primordiale pour prouver que cet allergène est à l'origine de cette symptomatologie respiratoire. Et donc, la récidive, la chronologie, la mise en évidence d'un contact répété, récidivant, et qui est à l'origine de la même symptomatologie, on pourra évoquer l'allergie respiratoire, que ce soit le haut appareil respiratoire qui va se témoigner par une rhinoconjonctivite ou le bas appareil respiratoire, des sifflements, en l'occurrence de l'asthme. Voilà. Et dans tout ça, on peut s'aider aussi par les antécédents. Si dans la famille nucléaire, je parle pour ma part pour le monde pédiatrique, si on a dans la famille nucléaire une notion d'atopie, d'allergie multiple chez la fratrie, chez le papa et la maman, on évoquera aussi devant cette symptomatologie chez l'enfant peut-être de l'allergie. Donc c'est un faisceau d'arguments entre l'interrogatoire et l'examen clinique et on peut s'aider par une batterie d'examens complémentaires derrière. Oui. Alors, professeur Douagui, on diagnostique à n'importe quel âge aujourd'hui? Oui. Alors, comme vient de le dire très précisément nos deux collègues, la première étape, c'est l'interrogatoire. Et ce qu'on recherche dans l'interrogatoire, c'est l'unité de lieu et l'unité de temps. Je vous donne un exemple. Quand votre malade vous dit « j'ai une rhinite allergique toute l'année », eh bien, on va rechercher quel est l'allergène qui est exposé toute l'année. Voilà. Donc, ce sont les acariens en général. Ou un animal d'accompagnement. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit les chats, les chiens, etc. Oui. Ça, et l'interrogatoire, nous, on parle en allergologie d'interrogatoire policier. C'est-à-dire, on doit rechercher ce qu'on appelle la marche allergénique. Est-ce qu'il y a des antécédents d'allergie familiale, père, frère, sœur, mère, etc. Est-ce qu'il y a eu des hospitalisations? Est-ce qu'il y a eu déjà des consultations chez des médecins? Et donc tout cela, l'interrogatoire, plus l'examen clinique, j'insiste beaucoup sur l'examen clinique, parce qu'il y a des malades qui vous disent « je tousse la nuit », et nous, la toux chronique la nuit, c'est un équivalent respiratoire de l'asthme. Si vous mettez un stéthoscope sur le thorax du malade, vous allez entendre des sifflements. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, quand vous avez une orientation diagnostique par l'interrogatoire et par l'examen clinique, c'est de rechercher quelles sont les causes et les allergènes eux-mêmes. Et donc il y a une batterie qui va comprendre la recherche des allergènes hyperfréquents. Ce sont essentiellement les acariens, les pollens, les moisissures
Et puis, on peut rechercher d'autres allergènes. Oui. Mais dans 90% des cas, ce sont les acariens, les pollens, les moisissures, quelques rares allergies alimentaires, quelques rares Les gens parlent facilement de leur allergie aujourd'hui. Alors on sait qu'une rhinite, par exemple, évolue dans 40% à peu près des cas en asthme. Est-ce que les gens parlent facilement de leur maladie aujourd'hui, de leur allergie, de leur asthme? Ils parlent facilement de la rhinite allergique, mais ils ont un peu plus de difficulté à parler de la maladie asthmatique qui est encore vécue par les citoyens comme une maladie honteuse. Un petit peu dans le passé, je exagère un peu, mais pas beaucoup. Dans le temps, au Moyen-Âge, la peste, ensuite ça a été la tuberculose et récemment ça a été le sida, même pour le Covid. Donc les asthmatiques ont tendance à... C'est une maladie quand même un peu... il y a un déni. Voilà, il y a ce qu'on appelle difficile un à comparer déni. quand même à la peste ou au Bien sida. sûr, mais il y a toujours un déni de la part de la population. On parle de crise d'asthme, on parle de crise d'asthme asthmatiforme, on en parle de sifflement. Et donc, c'est une très bonne question. La chose essentielle de la part du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, c'est vraiment d'expliquer aux malades quels sont ces mécanismes-là, que ce n'est pas une maladie honteuse, et qu'il faut absolument la diagnostiquer et la traiter. Parce que si on ne la traite pas dans la prime enfance, elle peut se développer dans l'adolescence et dans l'âge adulte comme une forme sévère d'asthme. Oui. Donc toute rhinite et toute bronchite chez l'enfant doit être prise au sérieux, suivie et diagnostiquée et traitée. D'ailleurs, généralement, dans le traitement de l'asthme, on cherche souvent une rhinite qui peut être à l'origine. Dans plus de 70% des cas, quand vous avez une rhinite allergique, vous avez un asthme et inversement. Oui. Donc, quand on interroge le malade, eh bien, il faut rechercher tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle la marche allergénique. Est-ce que vous êtes asthmatique? Est-ce que vous avez une allergie, une rhinite allergique? Est-ce que vous avez une polypose nasosylisienne? Est-ce que vous avez une allergie oculaire? Est-ce que vous avez une allergie cutanée? Est-ce que vous avez une allergie alimentaire? Et tous ces éléments-là font que vous allez poser le diagnostic d'asthme ou de rhinite allergique. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que si vous ne traitez que la rhinite allergique et que vous avez occulté le diagnostic d'asthme bronchique, eh bien vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui deux choses essentielles dans l'allergie. Un, le contrôle de la maladie et deux, la qualité de vie. Absolument. On reviendra sur cet aspect de qualité de vie qui souvent est soulevé justement par les allergiques. Professeur Abdelaziz, j'ai envie de revenir brièvement aussi sur le diagnostic, parce que je vous ai posé la question par rapport au test justement. Est-ce qu'on peut se faire tester à n'importe quel âge, même au plus jeune âge d'ailleurs? Alors, les recommandations, c'est de dire qu'on peut tester à partir de 6 mois. D'accord. Pour peu que la peau... Je pensais que c'était à partir de 5 ans. Donc finalement, c'est beaucoup plus tôt. Oui, c'est beaucoup plus tôt. D'accord. Pour peu que la peau du nourrisson réagisse correctement, avec un témoin positif qui est soit de l'histamine, soit de la codéine. Donc on peut tester à partir de 6 mois et on peut tester jusqu'à, je sais pas, un âge avancé. Je pense qu'au-delà de 45, 50 ans, on peut tester aussi. Donc il faut... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire des tests cutanés allergologiques. La difficulté actuelle depuis 2 ans, M. de Guillaume va en parler, c'est la disponibilité des allergènes diagnostiques. Oui, vous me tendez une perche, justement. On en parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, justement avant l'enregistrement. Vous savez, madame, la Société algérienne d'allergologie et de clinique, avec, si je me souviens bien, une trentaine de professeurs chefs de service, plusieurs sociétés savantes. Nous avons fait un atelier il y a 4 ans, qui est un atelier national, et nous avons fait des recommandations au ministre de l'époque et même au ministre actuel pour dire qu'il y a un vrai problème qui est celui de la disponibilité des allergènes diagnostiques et thérapeutiques. On vient de voir de façon très claire que l'interrogatoire de ce problème de santé publique majeur, je rappelle à tout le monde, et notamment à ceux de l'Institut Pasteur qui nous entendent, que c'est le 4e rang de préoccupation de santé publique dans le monde. Mais pour diagnostiquer une allergie, eh bien, il faut avoir les allergènes diagnostiques et thérapeutiques. Depuis 4 ans... Donc aujourd'hui, si on va à Bnimsous, on n'arrive pas à se faire tester? Au niveau du territoire national, depuis 2 ans. D'accord. Et nous avons adressé des missives... Je parle de Bnimsous parce que c'est quand même un centre de référence. Oui, voilà. Je subsiste parce que j'ai la chance d'avoir des collègues qui m'envoient de l'autre côté de la Méditerranée des allergènes, des batteries d'allergènes. Mais je dis encore une fois, une énième fois, qu'il faut absolument régler le problème des allergènes diagnostiques et thérapeutiques. Et c'est le rôle de l'Institut Pasteur d'Alger qui doit mettre à la disposition de tous les médecins
à travers tout le territoire national les allergènes diagnostiques et thérapeutiques qui nous permettent de prendre en charge, je le rappelle, ce problème de santé publique majeur que sont les allergies et qui sont classées par l'Organisation mondiale de la santé au 4e rang de préoccupation de santé publique dans le monde. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure justement de l'aspect héréditaire dans l'allergie. Est-ce qu'on peut finalement quand même développer une allergie ou finalement on naît avec? Est-ce qu'on peut développer une allergie quand même au fil des années? C'est multifactoriel. Il y a la part de la génétique. On dit que quand on a un des parents qui est allergique, il y a un certain pourcentage. C'est 40% à peu près voilà, quand c'est un seul parent et 80% quand c'est les deux. Ça peut être entre 50 à 80%. Oui. Mais il suffit aussi, la part de la génétique n'explique pas tout dans l'allergie. Il faudrait aussi s'exposer à un environnement qui est propice à la mise en contact. L'allergie, on l'a expliqué, c'est une réaction exagérée de l'organisme quand il rentre en contact avec un stimulus. Oui. Et quand la barrière, pour peu qu'elle est altérée un peu par du tabagisme passif ou par des virus, donc il y aura une pénétration excessive et la mise en contact de cet allergène avec notre système immunitaire, et il y aura cette réaction exagérée. Et donc, on peut avoir un terrain propice par le biais de la génétique, mais on peut ne pas être symptomatique jusqu'à ce qu'on soit dans un environnement qui est propice. Déclencheur, voilà. Et donc, on peut ne pas avoir des symptômes très tôt et les avoir. Mais elle était déjà là. Voilà. En finalité, elle était déjà là. Voilà, le terrain était déjà là. La prédisposition, voilà. Donc c'est multifactoriel. Oui. Il faut l'environnement, la génétique. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Oui. Les tests, quand ils sont réalisés chez les enfants, même s'ils sont négatifs, il faut savoir les répéter quelques temps après si la clinique est très très parlante. On traite toujours un patient, on ne traite pas des examens complémentaires. Et donc, il faut savoir s'acharner pour identifier l'allergie. Et probablement peut-être... C'est-à-dire si elle altère vraiment l'enfant et sa voilà, qualité la de vie. qualité. Vous disiez tout à l'heure la qualité. Et peut-être que c'est un candidat à une désensibilisation. On va en parler tout à l'heure. Oui, bien sûr. Justement, vous me tendez une perche. Alors, il y a une question sur la page Facebook de l'émission d'une maman qui parlait de ses enfants qui elle-même est allergique et asthmatique. Alors, elle dit que ses enfants n'ont pas de symptômes. Mais est-ce qu'elle devrait faire tester ses enfants, justement? Non, le rôle du généraliste et des pédiatres. Oui. D'ailleurs, là, toutes les recommandations disent pour identifier et poser le diagnostic d'asthme, il faudrait noter sur le carnet de santé que c'est des sifflements constatés par un médecin. Parce que tout le monde va venir dire « Ah, mes enfants ont sifflé, ah, mes enfants, ils ont fait ça ». Et donc, c'est le médecin généraliste ou le pédiatre de famille qui va noter est-ce qu'il y a une récidive de sifflement et l'orienter vers un spécialiste. Mais pas nécessairement les parents ont été allergiques, eux aussi. L'inverse aussi n'est pas vrai. C'est-à-dire que les parents sont asthmatiques, forcément tous leurs enfants seront allergiques, rhinite allergique ou asthmatiques. D'accord. Professeur Abdelaziz, alors on incrimine donc finalement dans l'allergie l'hérédité, on incrimine également l'environnement. Est-ce qu'on pourrait incriminer aussi dans les temps actuels l'excès d'hygiène, parce qu'on est quand même parfois dans l'exagération, on veut tous aseptiser et finalement on altère notre immunité quelque part. Oui, donc ça a été incriminé dans une étude anglaise, ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. Oui. Et où dans cette étude, vous avez pris un groupe d'enfants qui vivaient dans la campagne, qui étaient exposés à des toxines, surtout dans les fermes, et les enfants habitant en ville. Et il y a eu évidemment une différence dans le nombre de sujets allergiques et de sujets non allergiques qui étaient un peu plus présents dans les campagnes, dans les villes, pardon, où il y a un excès évidemment de mesures d'hygiène. Donc évidemment que c'est une théorie. Surtout maintenant avec la Covid, peut-être, parce qu'on a tendance à marcher avec nos gels. Voilà, donc c'est une théorie et ça pourrait expliquer en partie l'augmentation de la prévalence des allergies dans le monde. Oui, voilà. Professeur Douagui, vous voulez réagir? Permettez-moi d'intervenir pour dire que la première enquête qui a été faite, et qui est très intéressante d'ailleurs, elle a été faite par une chercheuse allemande de l'Est, Erika Vermontuisis, et qui a comparé
les enfants qui étaient de l'autre côté du mur, en Allemagne de l'Est, qui vivaient dans des situations moins modernes que l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que les enfants qui étaient proches des fermes, qui étaient en contact des animaux, qui vivaient dans la nature, avaient 2 fois moins d'allergies que les enfants de l'autre côté du mur, à savoir les enfants de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est à partir de ce moment-là que d'autres enquêtes ont été faites, notamment en Allemagne et ailleurs, et qui ont développé cette théorie dite hygiéniste. Oui. Alors, on a parlé donc des facteurs qui provoquent une allergie. Il y a aussi les facteurs qu'on appelle, qui potentialisent ou aggravent, comme le tabac, vous en parliez tout à l'heure. Sûr. Oui. Le tabac a comme problème majeur, c'est d'être un élément inflammatoire. Vous savez, quand vous fumez, vous toussez. Donc cette réaction de toux est une réaction d'inflammation. Et parmi les 2 mécanismes, à la fois de la rhinite allergique et de l'asthme bronchique, il y a 2 mécanismes très importants que sont l'obstruction du nez ou des bronches. Et c'est pour ça que quand on respire mal, qu'on dort mal, parce qu'il y a une obstruction nasale. Et au niveau des poumons, il y a aussi une obstruction bronchique. Et c'est pour ça que quand on est asthmatique et quand on a une crise d'asthme, on a des sifflements. Le tabac vient aggraver cette inflammation. Et donc, il va aggraver cette inflammation due au mécanisme immunologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, par les médiateurs chimiques. Et donc, il y a bien entendu tous les éléments qui aggravent l'inflammation, dont le tabac, sont des éléments perturbateurs qui vont altérer l'état et la qualité de santé des enfants. C'est pour cette raison que parmi les traitements que l'on donne aux enfants asthmatiques et aux adultes asthmatiques, c'est la tolérance 0 pour le tabac. C'est vraiment une tolérance 0 parce que le tabac va aggraver l'inflammation et va aggraver la rhinite allergique et va aggraver l'asthme bronchique. Oui. Alors, vous en touchiez tout à l'heure un mot, vous disiez que 4% des adultes seraient touchés justement par les allergies, 8% des enfants. Professeur Douagui, vous avez appelé à maintes reprises à la mise en place d'un programme ou d'un plan national de lutte justement contre ces maladies. Et là, vous préparez d'ailleurs le congrès d'allergologie en juin prochain. Est-ce qu'il sera encore question de ce plan national? Tout à fait, parce que jusqu'à ce jour, malheureusement, je vous ai dit, il y a 4 ans, nous avons préparé des recommandations qui devaient être le prélude à un plan national. Et donc, nous allons récidiver à chaque congrès international. C'est un congrès euro-africain d'allergologie où l'ensemble des experts d'Europe, d'Afrique, du Maghreb vont se rencontrer pour parler des nouveautés, notamment, je peux vous citer quelques axes de travail. C'est l'angioédème héréditaire, c'est l'asthme sévère, c'est le Covid, c'est les allergies alimentaires. Et il y a, pendant 3 jours, nous allons discuter avec nos collègues algériens et nos collègues africains et nos collègues européens. Et naturellement, il y aura des recommandations. Et ces recommandations seront adressées à nos ministres de tutelle. J'espère qu'ils vont tenir compte de ces recommandations d'experts pour mettre en place un véritable programme national dans lequel, vous avez tout à fait raison, madame, d'inclure un élément, un paragraphe très important de la prévention. Oui. Et ça me paraît extrêmement important. Oui. Alors, vous avez parlé de Covid, professeur Douagui. Alors, pendant la Covid, on avait très peur, justement, pour les personnes allergiques et les personnes asthmatiques particulièrement. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire que ces personnes n'ont pas eu de forme grave? On n'a pas vu vraiment des manifestations très graves chez les asthmatiques, comme à l'instar donc des diabétiques ou des obèses. Oui, donc le constat a été que les sujets asthmatiques n'ont pas été impactés beaucoup par le Covid. Oui. Et que parmi les personnes dites à risque, les asthmatiques, heureusement, n'ont pas eu de forme sévère. Les asthmatiques ne sont pas décédés de Covid. Alors l'explication, c'est de dire que les recommandations qui ont été faites dès le début de la pandémie, c'est de dire aux sujets asthmatiques, c'est de continuer leur traitement, notamment les anti-inflammatoires. Et on sait très bien que le Covid, c'est une maladie inflammatoire des poumons, c'est une maladie vasculaire, c'est beaucoup de choses. Et le fait d'utiliser des corticoïdes inhalés, le fait de se protéger par les masques,
ça a permis de protéger nos asthmatiques. Et ce qu'on a remarqué aussi, ce qui a été découvert au début, c'est que les récepteurs sur lesquels se fixait le virus, chez les asthmatiques, étaient occupés par la corticothérapie inhalée. Donc c'est cela qui a protégé les asthmatiques pendant la période de Covid. Et c'est ce qui est en train de continuer à les protéger. Voilà. Oui. Alors, professeur Drali, qu'est-ce qu'on peut craindre dans une allergie respiratoire? Alors, pour les allergies alimentaires, par exemple, on a peur notamment du choc anaphylactique. Alors, dans le cas des allergies respiratoires, est-ce qu'on peut mourir finalement d'une allergie respiratoire? Bien sûr, c'est tout le drame. C'est une crise aiguë, dramatique d'asthme peut emporter le malade parce qu'il n'a pas eu le temps de consulter à temps, parce que ils étaient dans le déni de diagnostic. Donc, plus on fait des crises, plus des exacerbations, on entretient cette inflammation qui va être difficilement gérable. Et donc, s'il y a un fond d'inflammation chronique sur lequel va se grever une inflammation aiguë qui peut emporter le patient. Donc, fort heureusement... On dit qu'il y a danger de mort, hein, finalement. Oui, fort heureusement, il y a de moins de crises qui atterrissent aux urgences, en réanimation, mais on en a une par année. On se souvient tous les équipes, parce que les enfants, en l'occurrence, échappent de peu au décès. Et pourquoi? Parce quand on retrace l'historique, c'est des patients qui erraient avec leur tout, entre parenthèses, asthmatiforme, sifflement à répétition, et c'est ceux-là, parmi les facteurs de risque de non-contrôle de leur asthme, faire une exacerbation sévère dans l'année qui suit. Oui. Professeur, on peut mourir finalement d'une allergie respiratoire? On meurt encore malheureusement de son asthme. Il y a 5% d'asthme qui sont des asthmes sévères. On parle d'asthme sévère, on parle d'asthme difficile, on parle d'asthme non contrôlé. Et ces 5% d'asthme sévère, si ils ne sont pas suffisamment traités et s'ils ne sont pas suffisamment contrôlés, aujourd'hui, grâce à Dieu, en Algérie, on a la chance, c'est un des rares pays d'Afrique, du Maghreb et d'Afrique qui a tous les traitements. C'est surtout le retard au diagnostic. Donc ce sont des malades qui ont des asthmes sévères et qui errent, on a parlé de l'errance diagnostique et thérapeutique, et qui ont des crises sévères et qui ne vont pas aux urgences. Donc la recommandation essentielle qu'il faut donner aux malades, quand ils voient que leur asthme n'est pas contrôlé, que leur crise dure plusieurs heures, le réflexe qu'il faut avoir, c'est de ne pas attendre le lendemain pour aller voir une urgence respiratoire ou son médecin, c'est de diriger rapidement vers les centres d'urgence respiratoire ou de leur médecin pour mettre en place un traitement. Mais on meurt aujourd'hui d'asthme sévère, bien entendu. C'est regrettable, bien entendu. Je pense aussi que le problème, c'est qu'on a tendance à banaliser une allergie. On dit c'est rien, c'est une allergie. Les allergiques relèvent souvent cet aspect, justement, ils disent qu'ils sont mal compris lorsqu'ils parlent de la contrainte d'avoir une allergie. Alors, c'est une maladie très contraignante, finalement, une allergie? Oui, évidemment que c'est une maladie contraignante. Quand on parle de rhinite allergique, il y a la rhinite dite intermittente qui dure en général moins de 4 semaines ou moins de 4 jours par semaine ou moins de 4 semaines par an. Il y a les rhinites qui sont persistantes, qui durent plus de 4 jours par semaine, voilà, qui sont sévères, donc qui ont un impact sur la scolarité chez les enfants, qui ont un impact l'absentéisme scolaire et professionnel, qui ont un impact sur le sommeil, qui ont un impact sur la qualité de vie. Donc tous ces la fatigue, quand on éternue pendant 2 ou 3 jours, quand on est fatigué. Quand on ne dort pas très bien le sommeil aussi, le lendemain, on est fatigué. Donc il y a un impact sur la qualité de vie. Et l'impact est plus important quand l'allergie, quand la rhinite allergique est sévère. Donc ça, c'est connu. C'est pour ça que traiter une rhinite allergique permet d'améliorer la qualité de vie. Traiter une rhinite allergique permet aussi de ne pas passer de la rhinite vers l'asthme. Ça aussi, ça fait partie... Ça prévient, bien sûr, ça fait partie des mesures de prévention. Une note d'espoir, si vous le permettez. Une note d'espoir. Aujourd'hui, avec les traitements que l'on a, quand on est entre de bonnes mains, d'un bon médecin généraliste, d'un bon allergologue, et alhamdoulilah, il y en a beaucoup, il y a de plus en plus, nous les formons, nous avons formé 350 allergologues, un bon pédiatre, il y en a beaucoup, un bon pneumologue, et avec les traitements qu'on a, on arrive à obtenir dans plus de 95% le contrôle de la maladie. Il suffit simplement de continuer son traitement au long cours
et de voir régulièrement, tous les 3 mois, soit son médecin généraliste, soit son pédiatre, soit son allergologue. Et à partir de ce moment-là, on a ce qu'on appelle aujourd'hui, ce sont les recommandations mondiales, le contrôle de la maladie. Et avec les traitements, et alhamdoulilah, en Algérie, on a l'ensemble des traitements. J'ai parlé tout à l'heure des éléments diagnostiques que nous n'avons pas. Mais nous avons les corticoïdes inhalés, nous avons les bronchodilatateurs, et donc... On va y revenir, professeur, on va parler des traitements. Bien Je sûr. voulais vous poser justement une question, parce qu'il a parlé d'absentéisme, en parlant des enfants particulièrement. Alors, à quel point une allergie peut altérer la qualité de vie d'un enfant? Et puis, est-ce qu'il y a aujourd'hui des recommandations au milieu scolaire pour les enfants allergiques, justement? Le retentissement va se faire déjà dès la nuit. Un enfant qui va enchaîner des épisodes de toux nocturnes incessantes, il va se réveiller, les parents sont réveillés, il a du mal à s'en rendormir, le lendemain, c'est clair qu'il ne va pas aller à l'école. Et quand la maladie est diagnostiquée et qu'il est entre les mains d'un spécialiste, un plan d'action est administré et donné aux parents pour le transmettre aux médecins scolaires et pour expliquer à l'école que l'enfant, dès le moment qu'il se sent gêné, doit utiliser son traitement d'urgence qui est en l'occurrence les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action. Mais parfois, l'enfant n'est pas connu. Il est traité... C'est quoi? C'est des bronchodilatateurs? Oui, c'est le traitement d'urgence. C'est un traitement qu'on prend en inhalation et qui va agir dans les 20 minutes pour, au contraire, avoir une bronchodilatation, alors que dans l'asthme, c'est une bronchoconstruction. Il y a l'inflammation chronique, mais quand on a un problème aigu, c'est cette obstruction aiguë qui peut emporter le patient. Oui. Voilà. Alors, professeur Douegui, justement... on a tort de banaliser une allergie respiratoire. Alors, cet aspect, justement, a été repris dans le rapport ARIA de l'OMS, Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, justement. Auquel j'ai participé. D'accord, je ne le savais pas. Alors, dans lequel l'OMS évoque justement une baisse de capacité intellectuelle et de concentration. Alors, pour dire qu'une allergie peut être très grave, finalement. Alors, là aussi, une note d'espoir. La quasi-totalité des rhinites allergiques et des asthmes sont des asthmes bénins, alhamdoulilah. Et quand on prend son traitement, quand on met les mesures d'éviction dont on parlait le professeur Abdelaziz, quand on suit son traitement, quand on a fait un bon diagnostic et quand on est suivi régulièrement, dans 90%, ça se passe très très bien. Il reste cependant des formes sévères pour lesquelles il faut un avis spécialisé, il faut un traitement spécialisé. Donc oui, la quasi-totalité, la grande majorité des allergies, qu'elles soient respiratoires ou autres, sont des maladies comme les autres qui, quand elles sont prises en charge par le médecin généraliste ou par le spécialiste d'organes, ça se passe très bien. Il y a une certaine partie de ces maladies qui nécessitent cependant des suivis plus importants, des traitements plus importants, mais surtout un contrôle. Mais aujourd'hui, vraiment, quand et grâce à Dieu, en Algérie, on a les traitements. Quand on prend de façon, le diagnostic est précoce, le diagnostic est bien fait, le traitement est bien suivi, à partir de ce moment-là, ça se passe très bien. Il faut faire très attention aux formes sévères, et quand il y a une forme sévère, il y a ce qu'on appelle la prévention, il y a l'alerte, il y a la nécessité d'aller au niveau des urgences, et ça c'est le rôle à la fois de l'éducation thérapeutique, du médecin traitant, des médecins et du malade. Oui. Alors, je vais vous inviter à nous rejoindre notre rubricaire, le docteur Mjdel. Bonjour. Bonjour. Ou plutôt bonsoir. Bonsoir. Oui, alors on parle d'allergies respiratoires particulièrement. C'est un peu la saison. Je disais que c'était le bal des pollens en ce moment. Mais vous nous parlez d'intolérance alimentaire, plutôt de la maladie cœliaque. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une forme d'intolérance alimentaire qui est en apparence plus ou moins à la mode, en l'occurrence la maladie cœliaque. Il faut savoir que la maladie cœliaque a existé depuis plus de 10 000 ans, depuis le développement de l'agriculture céréalière au Moyen-Orient. Elle a été mise au point en 1888 par un pédiatre anglais qui s'appelle Thomas Guess, et depuis la symptomatologie est connue, les mécanismes de cette maladie sont bien connus et bien élucidés. Alors la maladie cœliaque ou bien intolérance au gluten est une forme de maladie qui implique un composant alimentaire essentiel qui est le gluten. Le gluten présent dans les céréales, le blé, l'orge,
dans le blé et l'orge spécifiquement. Alors, les patients qui sont atteints de cette maladie vont développer cette intolérance alimentaire, ils vont développer pas mal de symptômes qui vont retentir sur leur santé. Oui, alors comment ça se manifeste une maladie cœliaque, comment la reconnaître? Alors selon un organisme algérien qui est la fondation de la promotion de la recherche en Algérie, un enfant sur 250 serait atteint de maladie cœliaque. Alors la présence du gluten au sein des intestins des malades qui sont atteints par cette maladie va provoquer tout simplement une abrasion de la surface intestinale, va détruire les villosités intestinales, ce qui va être à l'origine d'une diminution de la surface d'absorption. Ce sont des enfants ou des malades qui vont mal absorber les aliments, tout aliments confondus. Les premiers symptômes sont de l'ordre de douleurs abdominales chez les enfants qui sont souvent confondus avec d'autres maladies, des diarrhées, des pertes lipidiques ou graisseuses au sein des diarrhées, ce qu'on appelle la stéatorrhée, et le syndrome de malabsorption va être à l'origine de carences alimentaires, de l'anémie, de la carence en vitamine D. Lorsque la maladie est profondément installée, on peut même assister à un syndrome de rachitisme carentiel. Et c'est à ce moment-là que les patients ou les parents vont s'inquiéter, vont aller consulter. À ce moment-là, les spécialistes vont procéder à ce qu'on appelle la biopsie jéjunale. La biopsie jéjunale qui est l'examen clé du diagnostic et qui va mettre en évidence évidemment cette abrasion intestinale. En parallèle, aujourd'hui, il y a beaucoup de tests immunologiques qui sont mis en place, en l'occurrence la recherche d'anticorps, antigliadine, anti-endomysium, qui vont dire qu'effectivement il s'agit d'une maladie cœliaque et non pas d'une autre maladie. Et comment on la prend en charge finalement? Ça se traite bien? Ça se traite. L'axe principal de la prise en charge de la maladie cœliaque, évidemment, étant le régime sans gluten. Alors, ça passe par la sensibilisation des malades et de leurs enfants sur tous les aliments qui contiennent le gluten. L'enfant ou le malade ne doit pas du tout être en contact avec cette substance, ne doit pas du tout s'alimenter à base d'aliments qui contiennent du gluten. Avant, autrefois, il y avait beaucoup de difficultés chez les patients qui sont atteints de maladie cœliaque pour trouver des aliments sans gluten, coûtaient cher, souvent sont achetés dans des marchés parallèles ou sinon ramenés des pays occidentaux. Aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de produits locaux qui sont sans gluten, qui sont commercialisés plus ou moins à la portée des couches moyennes. En parallèle du régime sans gluten, il faut effectivement, et ça c'est le rôle des médecins, de prendre en charge toutes les carences qui peuvent être associées à cette maladie-là, de telle façon à ce que la maladie ne se manifeste ni par douleur ni par diarrhée et que toutes les carences soient corrigées et la qualité de vie de ces enfants-là ou de ces malades soit tellement améliorée jusqu'au point qu'un malade cœliaque aujourd'hui peut mener une vie tout à fait normale, peut étudier, travailler, faire du sport, se marier et mener une vie complètement normale. Oui, c'est bien. J'aime bien quand tu dis se marier. Merci beaucoup, Dr Mejdel, pour votre rubrique. Alors, vous me tendez une perche, justement. Beaucoup de gens confondent intolérance et allergie. C'est quoi la différence, finalement? L'allergie, c'est une prédisposition génétique. C'est-à-dire que vous avez la capacité de fabriquer des anticorps de type IgE. Quand ils vont se réunir avec une molécule d'allergène, ils vont entraîner une libération de médiateurs chimiques à l'origine donc de l'obstruction et de l'inflammation. L'intolérance, je vais quand même laisser la parole au professeur Drali, qui est pédiatre, et qui va répondre de façon très très claire, parce que la maladie cœliaque, c'est d'abord les enfants surtout, oui, enfants. Absolument. Professeur Drali. Il y a eu toujours une confusion entre intolérance. Est-ce que l'intolérance c'est de l'allergie? Est-ce que de l'allergie c'est de l'intolérance? Et donc la partie intolérance, on a mis
tout et n'importe quoi. Et on revient à l'examen clinique et à l'interrogatoire. Une intolérance ne veut pas dire forcément que l'enfant sera allergique. On peut avoir une gastro-entérite simple, secondaire à un virus, qui va être à l'origine d'une abrasion de la muqueuse digestive et elle va conduire, bien sûr, si l'enfant était sous produits laitiers, il y aura une intolérance aux produits laitiers à ce moment-là de la gastro-entérite. Et on va dire c'est une intolérance aux produits laitiers. Ça, je prends à titre d'exemple un épisode aigu. Ça se dit intolérance, c'est momentané. Ça, et on n'a pas l'évolution encore. La persistance de ces signes cliniques ou leur répétition nous fera évoquer peut-être le diagnostic d'allergie. Et ça va conduire à un Moi, je pensais que c'était aussi que les allergies sont visibles dans les examens sanguins. Par exemple, on a des anticorps et des antigènes, alors que ce n'est pas vraiment le cas dans les intolérances. Est-ce que ce n'est pas aussi simple, finalement? Oui, on peut s'aider d'examens complémentaires, mais leur nom, c'est complémentaire. Ils viennent complémenter, ils seront à l'origine, ils viendront derrière l'interrogatoire et l'examen clinique. Il faut savoir, les examens que vous venez de citer coûtent énormément cher et on ne les fait pas pour les faire. Ils doivent être ciblés et précédés par des examens peu coûteux, facilement réalisables, qui sont les tests nous indiquer. Absolument. Il faut quand même ramener à la base de l'examen clinique. L'intolérance au gluten, ce sont des signes digestifs, notamment des diarrhées, des douleurs abdominales. Or, les manifestations allergiques, respiratoires et autres, la symptomatologie c'est différent. Oui, c'est absolument c'est différent. Il y a aussi une autre forme aussi duquel on en parle aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hypersensibilité chimique multiple. Alors qu'est-ce que c'est qui est également pas détectable au niveau des tests, mais par exemple des personnes qui ne supportent pas certaines odeurs, qui se mettent à éternuer, on peut avoir des urticaires, mais ce n'est pas visible au test. Oui, c'est la HCS, on appelle ça. Cette forme d'hypersensibilité. Absolument, c'est une hypersensibilité. Je ne pense pas. Voilà, hyperactivité, je ne pense pas que ce soit de l'allergie. C'est une forme, je pense, d'intolérance. C'est des phénomènes plutôt irritatifs qu'allergiques. Voilà. Oui. Alors, on arrive un peu à la prise en charge. C'est un point très important, me diriez-vous, professeur Douagui. Quels sont les traitements aujourd'hui disponibles pour l'allergie? Il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux mécanismes. Le premier, nous l'avons parlé, c'est l'inflammation. Oui. Et qui est à l'origine donc de l'irritation et l'obstruction. Les deux traitements sont clairs et nets. Vous donnez un corticoïde inhalé pour traiter l'inflammation, et je rassure tout le monde, les corticothérapies inhalées n'entraînent aucun problème. On a vu tout à l'heure dans le reportage. Absolument, voilà. Parce que ce sont des doses infinitésimales qui sont données par voie locale et qui n'entraînent aucun problème. Et le deuxième médicament, c'est le traitement par anti-bronchodilatateur. L'obstruction nasale ou l'obstruction bronchique, on envoie un bronchotype ventoline et à ce moment-là, vous élargissez les bronches et vous commencez à respirer. J'insiste sur un point très important pour les malades qui nous écoutent. Nous, en tant que spécialistes, on dit que les médiateurs sont un marqueur de l'inflammation. C'est-à-dire que quand vous utilisez trop de ventoline, ça veut dire que vous devez voir votre médecin qui vous donne des traitements corticoïdes. Mais vous ne devez pas utiliser uniquement la ventoline. Un flacon de ventoline doit durer au moins 2 mois. Si votre flacon de ventoline dure moins de 2 mois, vous devez voir votre médecin parce que vous n'êtes pas bien contrôlé et votre médecin va vous donner un traitement inflammatoire et à ce moment-là, vous allez avoir votre asthme contrôlé et subitement, vous allez diminuer votre dose de ventoline et de bronchodilatateur et vous allez avoir une vie strictement normale. Ça, c'est pour les traitements de fond. Il y a aussi les antihistaminiques pour les symptômes. Nous avons vu également que l'un des éléments les plus importants dans l'allergie, c'est la fabrication par les mastocytes et les basophiles de médiateurs, notamment le premier d'entre eux, il y en a beaucoup, mais le premier d'entre eux, c'est l'histamine. Et donc, on va donner un traitement anti-histaminique pour traiter l'allergie. Et il reste enfin
le traitement par la désensibilisation. Absolument, j'allais poser la question, professeur Drali, justement. Alors la désensibilisation, est-ce que ça marche et on commence à partir de quel âge? Oui, il faut savoir que c'est pas tous les enfants. C'est une sorte de vaccin, c'est ça, la désensibilisation. C'est toujours à la forme injectable. Hein. On parlait d'intolérance ou d'allergie, c'est induire une tolérance petit à petit en donnant des doses très petites et on va augmenter en dose. Ça existait en sous-cutané, maintenant c'est plutôt la sublinguale pour que le corps acquiert une certaine tolérance à l'allergène qui conduisait à ces signes, Est-ce que c'est efficace? Alors, il y a certaines personnes qui disent que ça n'a pas marché avec eux parfois. Ça ne marche pas à tous les coups. Oui, il faut savoir que ce n'est pas tous les allergiques qui vont être proposés à une immunothérapie spécifique. Il y a certaines catégories. Il n'existe pas de désensibilisation pour tous les allergènes et qu'il ne faut pas proposer quand l'enfant est instable. L'enfant, je parle en l'occurrence en matière de monde pédiatrique. Bien sûr. Voilà. Il y a certaines catégories quand l'enfant est stable dans sa pathologie et qu'on a démontré la causalité de l'allergène qui serait responsable de ces signes cliniques. Oui, il ne reste pas beaucoup de temps. Professeur Abdelaziz, alors on a parlé des traitements en gros. Il y a aussi la prévention, il y a l'éviction qui est un point très important aussi dans l'allergie. Bien sûr, c'est la première mesure à prendre en charge, à proposer aux patients, c'est l'éviction de l'allergène quand cela est possible. Évidemment que ce n'est pas tout à fait possible quand c'est un pollen qui est dans l'atmosphère, qui est dans l'air. Mais les allergènes du milieu intérieur, lutter contre les acariens, contre les moisissures, contre les blattes, l'éviction des poils de chat, tout ça, c'est des mesures qui peuvent être efficaces. Je pense pas parmi les mesures de prévention. Donc, le professeur Drali pourra en parler mieux que moi, c'est le régime alimentaire qui doit débuter à un certain âge, ne pas débuter trop tôt pour ne pas avoir d'allergie alimentaire. Le tabagisme, on a parlé c'est très important. Des gestes très simples, comme sortir la laiterie, bien par sûr, exemple, on a parlé des acariens. Voilà, j'en ai parlé au début, c'est aérer, ce que faisaient nos parents, nos grands-parents, c'est aérer, c'est sortir la laiterie quand il y a du soleil, quand c'est ensoleillé. Nous avons un pays très ensoleillé, donc ça pourrait permettre de diminuer un petit peu la charge allergénique à l'intérieur des domiciles, des domiciles, et avoir un impact positif sur l'allergie. Oui, un dernier mot, c'est pour vous, professeur Douagui. Alors, on a écouté tout à l'heure aussi dans le reportage la non-observance des traitements, qui est un point très important. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quelles répercussions? La non-observance est un élément d'absence de contrôle de la maladie. Aujourd'hui, les mots clés, c'est l'observance thérapeutique, la qualité de vie et le contrôle de la maladie. Quelqu'un qui n'est pas observant, il y a plusieurs causes, naturellement. Il y a peut-être des gens qui sont inobservants parce qu'ils ne peuvent pas acheter les médicaments. Mais le message le plus important, et j'insiste beaucoup sur le médecin généraliste et aussi le médecin spécialiste, c'est d'avoir le contrôle de sa maladie. C'est-à-dire, vous continuez votre traitement et c'est l'orientation médicale, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin spécialiste qui dit s'il faut faire des fenêtres thérapeutiques ou pas. Mais quand on suit son traitement, d'abord il faut savoir pourquoi on est inobservant. Est-ce qu'il y a des causes financières, est-ce qu'il y a des causes sociales, etc. Mais le leitmotiv de la prise en charge de l'allergie, c'est l'éviction dont on parlait le professeur Abdelaziz, c'est le contrôle de la maladie, c'est obtenir une qualité de vie et bien entendu d'essayer de faire un peu de sport et surtout la tolérance zéro pour le tabac. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir enrichi cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour laisser vos commentaires ou suggestions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Le programme vous a été présenté avec le concours des laboratoires Biopharm. L'engagement pour la qualité.